Bonjour, c'est Michel Drac. Alors aujourd'hui, je vous présente un livre, Fire and Fury Inside the Trump White House, de Monsieur Michael Wolff. Alors je suis pas chez moi, donc j'ai pas mon décor habituel pour la présentation, mais je me suis organisé comme j'ai pu. Mais pour le reste, ça va être une vidéo de présentation classique d'un bouquin, et en l'occurrence, vous allez voir d'un bon bouquin. Alors de quoi ça parle ? Donc, le titre fait référence à une déclaration fracassante de Trump à l'été 2017, quand il a dit la Corée du Nord ferait bien de ne plus menacer les USA, sinon elle sera traitée avec un feu et une fureur, with fire and fury, un feu et une fureur comme le monde n'en a jamais vu, ce qui semble évoquer carrément une frappe thermonucléaire. C'est à ce à quoi on pense quand on lit ça. Bon. Donc Michael Wolff a décidé de reprendre cette formule qu'il trouve très emblématique du style particulier de Donald Trump et de la présidence Trump. Alors il faut savoir que Michael Wolff n'est de toute évidence pas tout à fait neutre dans son compte-rendu. Il est très visible qu'il a un parti pris anti-Trump. C'est très visible, par exemple, quand on en arrive à l'affaire de Charlottesville, et on se rend compte aussi que c'est largement inconscient. C'est-à-dire qu'on voit très bien sur l'affaire de Charlottesville que Wolff ne comprend pas la position de Trump quand Trump refuse de prendre parti entre la violence des, entre guillemets, fascistes et la violence des, entre guillemets, antifascistes. Et Wolff ne comprend pas, c'est extérieur à son système de pensée, qu'on puisse sortir de la réification de la violence politique, qu'on puisse admettre en quelque sorte que les antifascistes peuvent être devenus les fascistes. Selon quoi d'ailleurs on voit très bien que, en fait, contrairement à ce que croit probablement Michael Wolff lui-même, le vrai conservateur, au sens de, enfin, disons le vrai réactionnaire plus exactement, au sens de qui reste enfermé dans des schémas préexistants, c'est pas Trump, c'est Michael Wolff. Ça, on le voit très bien sur l'affaire de Charlottesville. On le voit aussi très bien quand Wolff se risque à une analyse de la relation Trump-Poutine. Alors voilà les explications qu'il donne au fait que Trump n'est pas un anti-poutinien. Et voilà, ou bien Trump a des intérêts russes, ou il est attiré par les hommes forts, ou il pense séduire Poutine, où il est tenu par les Russes qui auraient des infos sur lui. C'est le spectre des possibles pour Michael Wolff. Mais ça lui vient même pas à l'idée que peut-être tout simplement Trump s'est dit qu'il valait mieux s'entendre avec les Russes pour éviter de les repousser vers les Chinois dans le cadre d'une nouvelle géopolitique qui est la géopolitique du XXIe siècle. Et là on voit bien encore comment c'est Wolff en fait qui est enfermé dans des schémas préexistants et pas Trump. Cela dit, même s'il y a donc de très fortes limites au travail de Michael Wolff, c'est intéressant. Wolff, en fait, là où il est intéressant, c'est quand il parle non pas de Donald Trump, non pas de la politique de Donald Trump, à laquelle visiblement Wolff lui-même ne comprend pas grand-chose, je crois, mais de l'insertion du Trumpisme et de Trump, qui sont deux problèmes bien distincts, à l'intérieur de l'establishment washingtonien. Comment Trump, qui est une personnalité hors norme, on va en parler tout de suite, et le Trumpisme, qui est une nouvelle sensibilité politique émergente, comment ces deux réalités se sont insérées à l'intérieur du swamp, le marais, à l'intérieur de l'establishment washingtonien. Et là, par contre, Wolff est, je crois, assez bon, parce que là, il parle de ce qu'il connaît. C'est un bon spécialiste de ce monde-là, et en tout cas, ce qu'il dit a le mérite de la crédibilité et les accents de la sincérité. Alors vous allez me dire, mais on s'en fout finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement washingtonien? Mais non, on s'en fout pas du tout, parce que selon la façon dont Trump et le Trumpisme interagissent avec cet establishment, eh bien les résultats concrets de la présidence Trump vont être très différents. Donc c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe et comment tout ça fonctionne, et c'est là que Michael Wolff est un bon guide.
On a un moyen aussi de vérifier dans quelle mesure ce guide est fiable, c'est qu'il y a eu des réactions à ce livre. Alors on voit très bien qu'un certain nombre de gens qui aiment bien Trump ont pris la défense de Trump en disant ce que raconte Michael Wolff, c'est n'importe quoi. On voit très bien aussi qu'un certain nombre de gens qui n'aiment pas Michael Wolff, souvent pour des raisons de jalousie professionnelle d'ailleurs, visiblement, on dit oui, mais c'est quelqu'un qui est connu pour ne pas faire correctement la vérification des faits, etc. Ce qui est vrai, c'est un des défauts de Michael Wolff. Mais on a aussi les retours d'un certain nombre d'autres témoins, souvent des gens d'ailleurs assez neutres, qui ne sont pas connus pour des prises de position politiques extrêmement marquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je me suis un peu renseigné en surfant sur l'internet US pour voir qui avait dit quoi. Et en gros, beaucoup de gens quand même ont dit, oui, bon, il y a des exagérations, il y a quelques erreurs factuelles, mais ce que décrit Wolff correspond effectivement en grande partie à ce que nous-mêmes on a ressenti. Donc je vous dis vraiment, ne pas donner à Wolff une valeur qu'il n'a pas, se souvenir que c'est son point de vue, qu'il peut se tromper, qu'il peut nous mentir, on ne sait jamais. Ne pas croire que tout ce que je vais dire maintenant est nécessairement parole d'évangile. Moi-même, je souligne bien, je ne fais que rapporter ce que j'ai lu dans le livre, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand même les accents de la sincérité et une certaine crédibilité sur tout ce qui touche au rapport entre Trump, le Trumpisme et l'establishment washingtonien. Bon. Des rapports qui sont clairement, d'ailleurs, commençons par le dire nettement, très explosifs. Hein. D'ailleurs, Wolff lui-même reconnaît que Trump n'est pas traité comme les autres présidents par les médias. Normalement, il y a une certaine déférence à l'égard du président des États-Unis. Ça n'est pas le cas avec Trump. Et Wolff cite par exemple une affaire emblématique. Le New York Times, qui n'est clairement pas le quotidien le plus trumpiste des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire, a publié, peu après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, une histoire, sans grand intérêt d'ailleurs, mais qui visait manifestement à le ridiculiser. Trump, paraît-il, ne trouvait pas les interrupteurs dans sa chambre, il ne pouvait pas éteindre la lumière dans sa salle de bain ou je ne sais quoi. Donc il est sorti de sa chambre, il n'y avait personne pour lui dire. Alors il a erré dans les couloirs de la Maison-Blanche, en robe de chambre, voilà, bon. Ça n'a aucun intérêt, naturellement, mais juste ce qui est intéressant, c'est que un autre président, on n'en aurait même pas parlé. Peut-être qu'Obama aussi n'a pas trouvé l'interrupteur quand il est arrivé. Peut-être que lui aussi, il a été obligé de sortir dans le couloir en disant, bah alors, bon. Mais avec Trump, on l'a su. Parce que c'est Trump et parce que le New York Times avait décidé de ridiculiser Trump, quitte à raconter des trucs comme ça sans aucun intérêt. En même temps, ce qu'explique, je crois, assez bien Michael Wolff, c'est que Trump est probablement lui-même en partie responsable de ces malheurs. C'est-à-dire que l'intensité du heurt entre Donald Trump et l'establishment washingtonien vient aussi du fait que la Maison-Blanche de Trump, c'est la maison des fuites. Et paradoxalement, le plus grand producteur de fuites, c'est Trump lui-même. Et Wolff explique des choses assez sidérantes, je veux dire, sur le président des États-Unis, qui éprouverait, semble-t-il, le besoin compulsif d'appeler au téléphone énormément de monde. C'est une manie qu'il aurait, en fait, le soir, il se couche assez tôt, ce qui est fréquent, je crois, en fait, chez les Américains. Donc, il va s'enfermer dans sa chambre à 18h30 avec un cheeseburger et 3 télévisions. Bon, c'est un Américain, hein, je précise, il faut se souvenir qu'on a affaire à un Américain, donc c'est pas une personne normale. Bon. Et là, il passe 2 heures au téléphone, tout en zappant d'une télé à l'autre, à appeler des copains pour se lamenter. Il semble qu'il ait une sorte de besoin maladif de se confier. C'est pas quelqu'un qui sait se taire. Et ça, c'est très très mauvais pour un homme de pouvoir. En général, les hommes de pouvoir sont plutôt des gens qui savent se taire. On disait parfois, à une certaine époque, que le grand point fort de Staline, la raison pour laquelle il avait réussi à triompher dans les luttes de pouvoir au Kremlin, et à se maintenir si longtemps, c'était que dans un pays où tout le monde avait tendance à parler un peu facilement, parce que les Russes sont assez bavards en général, comme moi, bah lui, il fermait sa gueule. Staline était peu causant.
Ben, c'est pas le cas de Trump, visiblement. Lui, il appelle les gens au téléphone et parfois pour leur raconter tout et n'importe quoi. Et forcément, ça fait que ce qu'il raconte est répété, déformé, amplifié et fini dans le New York Times. Donc il s'auto-sabote aussi en partie. Une autre raison pour laquelle il est en partie responsable de ces malheurs, c'est que Trump, visiblement, ne sait pas construire une image institutionnelle. Il continue à tweeter. Hein. Il fait maintenant comme il faisait avant, c'est-à-dire qu'il a été élu président des États-Unis et il continue tous les matins à tweeter. C'est-à-dire le soir, il est au téléphone avec son cheeseburger et ses 3 télés et il appelle ses potes pour pleurnicher. Et le matin, il est avec son téléphone portable en train de tweeter en rafale. C'est une communication originale pour un président des États-Unis. Normalement, c'est des gens qui ont plutôt tendance à essayer de rendre leurs paroles relativement rares. Pas lui. Alors ces tweets sont parfois assez révélateurs en fait d'un tempérament de post-adolescent. C'est-à-dire que par exemple, Trump a essayé d'avoir de bonnes relations avec une partie des médias, dont entre autres une journaliste qui s'appelle Madame Mika Brzezinski. Oui, oui, c'est la fille de Zbigniew Brzezinski. Comme quoi le monde est petit. Mais vous allez voir, quand on va rentrer après dans le récit, que le monde est vraiment très petit, parce qu'entre Mika Brzezinski et Henry Kissinger, tout le monde est encore là, il n'y a pas de danger. Et Trump a essayé d'avoir de bonnes relations avec elle, et puis ça s'est mal passé pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors quand ça s'est mal passé, Trump a décidé de se retourner contre Mika Brzezinski et de l'attaquer. Et alors, on a eu un président des États-Unis d'Amérique qui a tweeté des attaques personnelles du genre quand elle est venue à Mar-a-Lago dans ma résidence l'an dernier, elle avait un problème parce qu'elle venait de se faire un lifting et ça s'était mal passé, quoi. C'est l'attitude d'un président, d'un chef d'État, ça non, non. Donc là, quelque part, Trump est en partie responsable de ces problèmes. Sur la campagne de Trump, le livre est relativement évasif, parce qu'en fait, il est centré sur la Maison-Blanche de Trump. Cela dit, il y a quand même quelques anecdotes qui sont assez intéressantes. Wolf nous montre une campagne finalement qui a été efficace, et efficace un peu, je dirais presque par erreur. C'est-à-dire que la thèse de Michael Wolff, qui est peut-être vraie, je ne sais pas, peut-être fausse, peut-être vraie, mais c'est qu'en fait Trump ne voulait pas vraiment gagner. Il aurait dit à certaines personnes, avant le résultat des élections, qu'il allait sortir de la campagne avec une marque d'une valeur bien plus grande qu'avant. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, au départ, c'est une star de la télévision et un magnat de l'immobilier qui se vend en vendant ses immeubles. La tour Donald Trump, il y a son nom dessus. Le Trump Center, il y a son nom dessus. Bon. C'est un type qui cherche à donner de la valeur à sa marque. Il fonctionne comme ça. Et pour Michael Wolff, en fait, au départ, Trump a voulu être candidat pour donner de la valeur à sa marque, pas vraiment pour devenir président. L'idée, c'était plutôt, je vais faire une campagne qui va donner une énorme valeur à ma marque, je vais perdre, et je dirais que c'est parce que l'élection a été volée, et puis comme ça, ensuite, j'aurai une marque d'une valeur phénoménale. Le management de sa campagne était convaincu qu'il allait perdre. Presque tout le monde était convaincu qu'il allait perdre. Wolff décrit comment le campaign manager de Trump, une certaine Kellyanne Conway, était absolument persuadée que Trump allait perdre et qu'elle avait tout préparé pour pouvoir faire porter le chapeau de la défaite à un monsieur Reince Priebus, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se prononce, enfin Reince Priebus on va dire, qui était le boss du Republican National Committee, qui n'a pas beaucoup soutenu Donald Trump, parce que le parti républicain et Trump, ça fait un peu deux. Et à la grande surprise de Trump probablement lui-même, de son équipe et de tout le monde, il a été élu.
Et alors, en fait, on comprend à la lecture de Michael Wolff que ce qui s'est passé, probablement, c'est que quelques semaines avant, enfin quelques mois avant l'élection, Trump a eu peur de perdre trop, de se prendre carrément une raclée, qui là ne donnerait pas de valeur à sa marque. Et donc il a cherché le moyen de perdre, mais pas trop nettement. En tout cas, c'est la thèse qui a l'air d'avancer Wolff. Et pour ça, il a quand même fait campagne. Et il l'a bien fait, parce que le type a les qualités d'un animal politique exceptionnel. Il a une énergie énorme, il a une très grande capacité à s'auto-convaincre des choses, ce qui lui permet ensuite d'être très convaincant devant les gens. C'est un commercial à la base. Il a fait une petite équipe très lean, très mobile, zéro paperasse, la méthode Trump. Et puis, il a eu la bonne initiative de prendre avec lui quelqu'un qui était capable de donner du sens à sa campagne, de construire un storytelling efficace, Stephen Bannon. Stephen Bannon, c'est un type qui vient, on va dire pour simplifier, de ce qu'on appelle l'alt-right, même si c'est très compliqué déjà de définir ce que c'est que l'alt-right. Enfin, disons, c'est cette droite, on va dire entre guillemets néo-réactionnaire, on va appeler ça comme ça, qui émerge aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, qui ne se confond pas avec l'ancienne moral majority, la majorité morale, vous savez, les évangéliques, c'est une chose, et puis il y a cet autre ensemble qui est un peu bizarre, qui est surtout né sur Internet, et là on trouve Stephen Bannon. Et c'est Bannon qui a donné probablement à Trump exactement la ligne que Trump devait suivre. Avant, il avait déjà commencé, parce que c'est un type qui sait parler à l'Amérique profonde, à faire un peu ce qu'il fallait, c'est comme ça qu'il a gagné les primaires, mais pour gagner l'élection elle-même, il avait besoin de quelqu'un qui allait injecter plus de sens dans sa campagne, et ça a été le travail de Stephen Bannon. Pourquoi Trump sait parler à l'Amérique profonde, d'ailleurs c'est intéressant de le noter, Wolff lui-même l'explique sans comprendre pourquoi, il explique l'élection de Trump. C'est-à-dire que, comme je vous disais, Wolff est un homme du passé. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et à un moment, il se fout de la gueule de Trump en restituant une anecdote assez drôle. Comment, dans un avion, Trump, qui essayait de draguer une gonzesse, ce qui est une activité assez permanente chez Donald Trump apparemment, essaye de la convaincre qu'elle doit l'accompagner dans un bled, alors je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est Atlanta ou Atlantic City, je ne sais plus, enfin bon. Et elle lui dit, enfin la personne qui est avec cette dame dit, ah non, il faut pas aller là-bas, c'est rempli de white trash. Et la personne en question, la fille en question que Trump essaye de draguer n'est pas américaine, elle ne sait pas ce que c'est qu'un white trash, et elle demande, mais qu'est-ce que c'est un white trash? Et Trump lui répond, avec cette franchise, ce caractère direct qui est sa marque de fabrique, oh bah c'est des gens comme moi, seulement ils sont pauvres. Alors Wolff raconte ça, évidemment c'est pour se foutre de la gueule de Trump, parce que Wolff fait partie de cette Amérique des grandes métropoles, de cette Amérique des New-Yorkais qui se fout de la gueule des white trash. Mais en fait, il explique l'élection de Trump sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qui fait que Trump a si bien su parler à l'Amérique profonde? C'est qu'il est un white trash. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Et c'est très drôle de voir comment Wolff restitue ça en pensant que il va couler Trump, en disant « Ouais, regardez, il le dit lui-même, c'est un white trash ». Et en fait, il explique pourquoi Trump est un personnage intéressant et pourquoi, en dépit de toutes ses outrances, on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Ce que la présence de Trump à la Maison-Blanche veut simplement dire que les white trash américains sont en train de se révolter. Et moi, je trouve que Michael Wolff devrait y réfléchir bien et plus profondément avant de se foutre de la gueule de ce que représente Donald Trump, parce que je ne doute pas un instant que Michael Wolff soit beaucoup plus cultivé que la majorité des white trash américains. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de mecs qui peuvent s'identifier à ce que Trump lui-même appelle les white trash que de Michael Wolff aux États-Unis. Bon, c'est une remarque en passant. Quoi qu'il en soit,
On va quand même s'arrêter un moment sur la description du président Trump par Michael Wolff, parce que elle est riche en anecdotes assez croustillantes, et elle est quand même intéressante, parce que c'est un type qui est encore là probablement pour quelques années, et on ne sait jamais, il faut aussi pouvoir anticiper un peu sur ses mouvements. Alors comme je vous disais, Wolff le décrit vraiment comme un commercial. Comme un commercial qui a fait une partie de sa carrière dans le showbiz. C'est-à-dire que avec lui, tout est question d'image, tout est question de personne. Il y a les tripes du commercial. Il positive en toutes circonstances. C'est un battant. Il a une grande capacité à ressentir de l'enthousiasme et à le transmettre. C'est aussi un négociateur de type commercial, c'est-à-dire que sa stratégie n'est pas très fine, elle repose sur l'excès, elle joue beaucoup sur la flatterie, donnée et reçue. D'ailleurs, Trump est extrêmement sensible à la flatterie, semble-t-il. Elle n'est pas dénuée d'agressivité, d'une agressivité qui peut être parfois contre-productive. Mais ce commercial, en même temps, il faut le signaler, parce que c'est un commercial et qu'il a donc les qualités d'un commercial, quand il a les forces d'un commercial, l'instinct, la tripe, l'hyperactivité, il a toutes les faiblesses d'un commercial à qui on demande brutalement de devenir président des États-Unis. D'abord, si j'en crois Wolff, il a un très faible niveau de culture générale. Il a très peu lu, en fait. Il connaît bien la construction immobilière, parce que c'est son domaine. Mais à part ça, finalement, il ne connaît pas grand-chose. Il semble qu'il soit atteint du syndrome d'inattention, ce qui est très fréquent aux États-Unis. Wolff dit que Trump est totally television. C'est le premier président too much TV, si vous voulez. C'est-à-dire le mécanisme de régression intellectuelle, il faut quand même appeler les choses par leur nom à un moment, qui caractérise les accros à la téloche, a maintenant rattrapé jusqu'au locataire du bureau de la Maison Blanche. C'est-à-dire que jusque dans le bureau ovale, on a un mec qui a un problème avec l'écrit, qui a un problème pour rester concentré 5 minutes sur un texte, qui a besoin d'images, qui a besoin de la rapidité, de la fluidité, de la télévision. Et puis, le système de valeurs qu'il a développé dans le cadre de ses activités antérieures, dans son métier finalement de commercial de lui-même en permanence, ce système de valeurs est assez incompatible avec le monde de l'État d'une manière générale. Par exemple, ce qui est très antipathique dans le personnage de Trump, dans ce que rapporte Wolff en tout cas, c'est son incapacité à comprendre que l'argent n'est pas nécessairement la valeur principale de tout le monde. Par exemple, Wolff raconte comment, dans un moment où il se confie, c'est-à-dire très souvent, Trump dit mais je comprends pas, ces fonctionnaires qui sont des mecs intelligents, d'un haut niveau, qui se défoncent, ils vont faire quoi dans leur vie? 200 000 $ par an, 200 grand maximum. Mais ils pourraient gagner beaucoup plus, des gens comme ça, dans le privé. Pourquoi ils restent dans la fonction publique? Il ne comprend pas ça. La noblesse du service de l'État est manifestement quelque chose qui est extérieur à Trump. C'est un peu embêtant pour un chef d'État. Alors, une question que se pose Michael Wolff de façon récurrente dans le bouquin, effectivement, qui se pose aujourd'hui, semble-t-il, que certaines personnes soulèvent, c'est la santé mentale de Trump. C'est difficile de répondre à cette question-là, surtout que, comme je vous disais, Wolff n'est pas un témoin neutre. Bon, ce que montre Wolff, en tout cas, et je pense qu'il n'a pas été contredit sur un certain nombre d'anecdotes qui donc doivent être vraies, c'est que clairement, Trump est caractériel. Il a des fortes tendances sociopathiques. Cela dit, je ne pense pas que ce soit à proprement parler un sociopathe constitué. C'est le genre de type, si vous voulez,
Sur 60 minutes de réunion, il y en a 54 qui vont être consacrées à des histoires qu'il raconte, surtout à propos de lui-même. C'est le genre de type qui peut développer des névroses, des troubles obsessionnels compulsifs, parce qu'il n'est pas très équilibré. Par exemple, il semble qu'il soit un peu paranoïaque. Il a peur d'être empoisonné. Et ce serait, paraît-il, pour ça qu'il aimerait aller manger chez McDonald's, d'après ce que dit Wolf. Alors je vois pas très bien en quoi le fait d'aller manger chez McDonald's empêche d'être empoisonné. Mais enfin, encore une fois, on est chez les Américains. Hein, donc, bon. Lui, il trouve que c'est bien parce que la bouffe est préparée à l'avance et personne ne sait d'où elle vient. Moi, justement, ça me rassurerait pas, mais bon, c'est un Américain. À la Maison-Blanche, il a interdit que le personnel de service touche à ses effets personnels, sauf quand c'est lui qui le demande, précisément. Personne ne doit toucher à sa brosse à dents. Il semble qu'il ait des phobies avec tous les risques de contact avec les fluides corporels de l'autre. Ce qui rend particulièrement drôle, soi-disant, soit dit en passant, la pseudo-anecdote qu'on a essayé de lui coller sur une histoire de golden showers dans une chambre d'hôtel à Moscou. Enfin, je vous passe les détails. Ça colle pas du tout, en tout cas, au personnage. Et puis, il y a un certain nombre d'anecdotes, de détails qui laissent quand même penser que il a un besoin compulsif anormal de s'affirmer, d'être au centre de son propre monde et même à la limite de l'envahir entièrement. Ça ressemble à une espèce de, comment dire, de moi mal structuré et une personne en expansion, quoi. Je veux dire, c'est pas équilibré, Trump. Il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, Wolf raconte une anecdote assez croustillante. Bon, apparemment, comme je vous disais, Trump est un dragueur impénitent, et il semble que il cherche particulièrement à draguer les femmes mariées. Je pense que ce genre de mec, c'est une façon de s'affirmer, de dire c'est moi le mâle alpha, c'est moi le mâle dominant. J'ai baisé ta femme, et toi t'as pas baisé la mienne. C'est à peu près le niveau, quoi. Et Wolf raconte comment un truc qu'aimait bien faire Trump à une certaine époque pour essayer de tomber une femme mariée, c'est qu'il invitait le mari de la gonzesse dans son bureau, et puis il mettait le téléphone, il appelait la gonzesse et il mettait le téléphone sur haut-parleur sans prévenir le mec, et il lui disait ouais tu sais j'ai des filles là qui viennent de Las Vegas ou de Los Angeles. Trois, quatre gonzesses très belles, je te garantis un bon moment, on monte en haut et on se fait une petite touze, quoi, ensemble. Et puis, bien sûr, il attendait que le mec en face dise, ah ouais, c'est une bonne idée, pendant que la gonzesse était au téléphone en train d'entendre écouter son mari, quoi. Ladies and gentlemen, the President of the United States of America. Oh, ça craint! Là, il faut reconnaître que ça craint. Ce passage-là, ouais, ça tâche, hein. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Enfin, c'est ce que dit Michael Wolff et ça colle assez bien avec la personnalité d'ensemble. Moi, j'ai rencontré des mecs comme ça qui avaient un problème d'équilibre, qui avaient besoin de dominer, qui avaient besoin d'arnaquer les autres pour s'affirmer, ou quitte à baiser leur femme même. Voilà, le mec, le taré, quoi. Il y a un côté un peu taré chez Trump, il faut le dire. En tout cas, c'est l'impression que donne Wolff. Le plus gros problème en tant que président des États-Unis, cela dit pour Trump, c'est, vu son caractère instable, vu son besoin d'être admiré, vu son besoin à la fois de dominer et de séduire, c'est qu'il est extrêmement vulnérable à son entourage. Il est très sensible à la flatterie. Et apparemment, il est très peu rancunier. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller le flatter, de s'inscrire même symboliquement dans le cercle de ses dépendants, et il va revenir vers vous, même si jusque-là vous étiez sa bête noire. Ça le rend très fragile finalement, et ça veut dire en particulier que des gens qui connaissent bien son mode de fonctionnement, et là je pense en particulier à sa fille, Ivanka, et donc à son gendre, Jared Kushner, peuvent très facilement le mettre sous contrôle. Gros problème. Et vous allez voir que
le récit de Wolff tourne beaucoup autour de cette question-là. Comment fonctionne la Maison-Blanche de Trump? Alors, clairement, la réponse de Michael Wolff, c'est en gros, et si je fais court, c'est un putain de bordel extraordinaire. C'est une administration que Wolff décrit comme bordélique, inexpérimentée, avec une absence à peu près totale de toute forme de procédure formelle. Ce que décrit Wolff, en fait, c'est un président Trump qui n'a jamais compris l'importance d'avoir une équipe structurée à la Maison-Blanche. Il a essayé de gouverner les États-Unis comme il avait mené sa campagne électorale. Une technique de campagne lean, avec une structure très légère, à l'instinct. Alors pour faire campagne, ça peut marcher, mais pas pour gouverner un grand pays. Il y a chez Trump une tendance à vouloir que les choses soient big. Il veut des big things, des grandes choses qui vont permettre de faire un hit dans les médias. Et c'est comme ça qu'il dirige la Maison-Blanche, de coup en coup. C'est la technique du coup d'éclat permanent. Et ça ressemble un peu aux pathologies de la présidence française sous Sarkozy d'ailleurs. Il y a des points communs. Donc le résultat, c'est qu'au niveau de l'équipe, tous les membres de l'équipe Trump, pour exister, doivent agir en présence de Trump, parce que s'ils ne le voient pas, comme il n'y a pas de procédure de reporting régulière, bah ça n'existera pas, il ne le verra pas du tout. Et en plus, il faut que ce soit pour faire des big things, pour proposer des big things. Sinon, ça n'existe pas. Donc ça, c'est très mauvais, évidemment, pour avoir une action politique structurée, conduite sur le long terme. Ça permet de faire des coups, mais sur le long terme, pour penser à long terme et organiser à long terme, c'est pas terrible. Facteur aggravant, dans l'entourage de Trump, à qui il a largement confié la Maison-Blanche, personne, avant l'élection de Trump, n'avait travaillé dans la politique à haut niveau. On a affaire à des gens qui ressemblent un peu souvent à Trump, c'est-à-dire des gens qui n'approfondissent pas les dossiers, qui savent très bien mémoriser quelques formules chocs, et qui vont les placer au bon moment en réunion avec Trump pour que Trump puisse dire « Oui, ça c'est vrai, voilà, c'est ça ». Et ça s'arrête là. Donc ça donne une formule de pensée politique qui est quand même très limitée, quoi. Du genre, nos prédécesseurs ont échoué en faisant une chose, donc il suffit de faire le contraire et ça va marcher, ce qui est idiot. C'est pas parce que parfois on fait le contraire et ça marche pas non plus. Il fallait faire encore un troisième truc. Voilà, mais ça c'est la méthode Trump. Et il faut dire que, à la limite, par moment, ce que décrit Wolff, je ne vais pas me montrer désobligeant pour nos amis américains, mais c'est quand même une fraction des élites américaines qui est à la limite mononeurale, quoi. Je veux dire, les mecs vraiment avec un niveau assez bas, quoi. Alors, le résultat concret, si vous voulez, et là on va rentrer dans le cœur du récit maintenant, ce que raconte Wolff sur la première année finalement de la présidence Trump, c'est que pendant cette première année, la Maison-Blanche de Donald Trump a vécu l'affrontement entre trois hommes. Trois hommes qui se sont battus pour développer par des stratégies d'influence d'ailleurs assez frustres, adaptées à un contexte assez frustre, leur pouvoir à l'intérieur du panier de crabes. Et c'est ça le cœur du récit de Michael Wolff, du récit de cette première année de la présidence Trump. Ces trois hommes, qui sont-ils? Stephen Bannon, dont on a déjà un peu parlé, on en reparlera ensuite plus en détail, car c'est pratiquement le personnage principal en fait du récit de Wolff. Reince Priebus, le patron du Republican National Committee, puis secrétaire général de la Maison-Blanche, l'homme système du Parti républicain, si vous voulez, et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, le mari d'Ivanka. Alors on va regarder ces hommes-là
l'un après l'autre pour bien comprendre à qui on a affaire. On va commencer par le moins important des trois, Priebus. Qu'est-ce qui explique qu'il soit devenu secrétaire général de la Maison-Blanche à l'élection de Trump, enfin, à l'inauguration de Trump? Essentiellement le fait que, en gros, l'establishment républicain voulait un sas entre lui et Trump. Parce que les politicards du Parti républicain avaient pu voir fonctionner Trump pendant la campagne électorale. Donc ils savaient que le type avait toutes les qualités requises et tous les défauts requis en même temps pour être insupportable de leur point de vue. Donc ils ont mis un mec qui était chargé de faire le filtre, et ce mec c'était Reince Priebus. Donc il s'est retrouvé dans une situation très difficile parce qu'il était secrétaire général en titre, mais dans la réalité, le fonctionnement bordélique de l'administration Trump a fait que il y avait en quelque sorte deux autres secrétaires généraux qui pouvaient constamment marcher sur ses plates-bandes, qui étaient Stephen Bannon et Jared Kushner. Il a quand même essayé de poser un minimum le cadre de fonctionnement, en particulier avec une secrétaire générale adjointe qui s'appelait Kathy Walsh, qui est restée quelques mois avant de se barrer en disant en gros c'est une maison de fous, il est impossible d'y organiser quoi que ce soit, et qui est je pense une des principales sources de Michael Wolff. Je pense que c'est l'une des principales sources, avec de toute évidence Stephen Bannon par ailleurs qui a beaucoup dû parler à Wolff. Et Reince Priebus est décrit par Michael Wolff comme quelqu'un en fait qui essaye de fabriquer, de refabriquer malgré tout contre vents et marées une Maison Blanche qui fonctionne à l'ancienne, comme le Parti républicain a l'habitude de faire fonctionner la Maison Blanche quand il est au pouvoir. Et Priebus bien sûr n'y est pas parvenu. Durant l'été 2017, il s'est fait virer dans des conditions sur lesquelles on reviendra et qui sont absolument hilarantes. Jared Kushner maintenant. Donc Jared Kushner, c'est un peu à la fois l'homme clé, on va dire, des milieux juifs et d'au moins une partie du grand patronat américain à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'est pas un poste, une position normale pour lui. C'est pas du tout un mec qui aurait dû se retrouver là. Alors lui, il s'est vraiment retrouvé là parce qu'il a épousé la fille du patron. Au départ, c'est un gars qui vient du New Jersey, ce qui a fait de lui à Manhattan, quand il s'est lancé là-bas, un outsider, comme d'ailleurs le jeune Donald Trump, ce qui explique que Trump et Kushner puissent assez facilement fonctionner ensemble malgré tout ce qui les sépare, entre autres le fait que Kushner est un juif orthodoxe alors que Trump avait un père notoirement antisémite. Mais ils ont expérimenté le même syndrome américain du self-made man, même si les deux viennent de familles très riches, mais ils ont tous les deux été en fait des types qui étaient très riches au New Jersey et qui ont dû après réussir à New York, réussir à Manhattan. Et ils ont tous les deux donc dû avaler les mêmes couleuvres et ramper dans les mêmes mares de boue en quelque sorte. Alors c'est un gars qui vient d'une famille et d'un milieu à la fois très riche et en même temps pas très recommandable apparemment. Juste une anecdote qui donne une idée de la famille Kushner. Il semble que ce soit Kushner qui est barré un des concurrents de Reince Priebus pour le titre pour le poste de secrétaire général à la Maison Blanche, un monsieur qui s'appelait Chris Christie, ex-gouverneur du New Jersey. Et en fait, ce type se serait retrouvé en conflit avec Jared Kushner parce que quand il était attorney général, il a envoyé le père de Jared Kushner en prison, si j'ai bien compris, pour une sombre histoire. Alors le gars avait été poursuivi par le fisc pour une fraude fiscale, et il a monté un piège avec une prostituée pour faire chanter son propre frère qui voulait témoigner contre lui dans le cadre de cette enquête pour fraude fiscale ou un truc dans ce goût-là. Bon, vous voyez l'esprit général, quoi. Hein, on est quelque part entre les Sopranos, Dallas et
Et tout le monde sont juifs, parce que c'est une famille de juifs orthodoxes par ailleurs. D'ailleurs, la fille de Trump, Ivanka, a dû se convertir au judaïsme orthodoxe pour pouvoir épouser Jared. Bon, l'élection de Trump dans ces conditions a eu des conséquences très importantes pour Jared Kushner, c'est-à-dire que jusque-là, il était en fait plutôt mal vu au sein de sa propre communauté, parce que donc c'était un peu un juif orthodoxe dont la famille n'avait pas des comportements toujours très juifs orthodoxes. Qui a dit si c'est des comportements de juifs orthodoxes? Non, ce ne sont pas des comportements de juifs orthodoxes, on ne généralise pas, s'il vous plaît. Mais là, évidemment, quand le type s'est retrouvé gendre du président des États-Unis, là, d'un seul coup, le regard des gens change sur vous. Il est devenu le gars qui sait faire marcher Ivanka, et Ivanka étant la nénette qui sait faire marcher son père, elle est une des rares personnes qui arrive à appuyer presque systématiquement sur le bon bouton pour faire marcher le Donald. Eh bien, Jared est devenu d'un seul coup un type très important à la Maison-Blanche. Et on l'a bien encadré. Il a une petite équipe resserrée qui s'installe dès l'inauguration de Trump, avec messieurs Berkowitz et Raphaël, même des juifs orthodoxes. Il y a un petit bout de la Maison-Blanche là où la vie s'arrête le vendredi soir, parce que c'est le coucher du soleil, c'est Shabbat. Monsieur Kushner s'est très vite installé et a très vite pris du poids à l'intérieur de l'administration Trump. Il a été chargé du Moyen-Orient assez rapidement. Pour quelle raison cette mission? Alors, à l'intérieur de l'administration Trump, d'après ce qu'a l'air de dire Wolf, beaucoup de choses, beaucoup de décisions ont été prises parce qu'elles correspondaient à un état des rapports de force, à un état des stratégies d'acteurs à un instant T à l'intérieur du panier de crabes. Il semble en fait que Kushner ait hérité de sa mission sur le Moyen-Orient parce que Bannon était pour, il y voyait un piège dans lequel Kushner tomberait, et Kushner lui-même a accepté parce qu'il s'est dit en gros, là à partir de là j'aurai une vraie carrure politique. Et puis il ne faut pas oublier que M. Jared Kushner, accessoirement, c'est un point de détail naturellement, est aussi un ami personnel d'un certain Bibi Netanyahou. Cela dit, c'est pas si évident que ça de savoir qui exactement se tient derrière Jared Kushner. Je vois déjà la meute des antisionistes fous se déchaîner. Ça y est, on le tient, silicionniste. Oui, certes, silicionniste, c'est vrai, avec Kushner. Mais il y a aussi pas mal de monde derrière lui qui n'est pas nécessairement pote avec Bibi Netanyahou. On sait que depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, Jared Kushner bénéficie des conseils d'un vieux monsieur, qu'il appelle régulièrement un certain Henry Kissinger. Et comme on le sait, Kissinger a toujours eu un rapport assez complexe avec les milieux sionistes. Il a été accusé d'ailleurs d'être antisémite. Il fait partie, je crois, des gens qui savent très bien que la vraie base de puissance des milieux pro-Israël n'est pas Israël. Israël, à la limite, c'est... Moi, ça me fait penser à cette tactique, vous savez, des officiers romains qui jetaient l'aigle ou l'enseigne de leur centurie dans les rangs de l'adversaire pour motiver les légionnaires à l'attaque. Mais en fait, c'est un symbole, si vous voulez, c'est un pion avancé. La vraie base de puissance n'est pas là, et je pense qu'Henry Kissinger le sait très bien. Il a accompagné Kushner depuis le début. C'est quelqu'un qui a sans doute en tête des solutions de rechange déjà pour Donald Trump. Kissinger a assisté à la chute de Nixon dans les années 70, donc il sait ce qui se passe quand un président des États-Unis se met trop de réseau à dos. M. Kushner a aussi bénéficié des conseils plus épisodiques, semble-t-il, de Tony Blair.
Blair, en février 2017, est venu visiter Kushner à la Maison-Blanche. C'est là qu'il a fourni des informations à Jared Kushner sur le fait que peut-être les services britanniques avaient espionné la campagne Trump. Information que la CIA a par la suite jugée incorrecte, mais il est clair que la CIA ne pouvait que officialiser le fait que de son point de vue l'information était incorrecte parce que la CIA ne pouvait pas admettre qu'un service de renseignement allié a espionné le président des États-Unis, le futur président des États-Unis. Bon, on peut penser que si Blair a dit ça à Kushner, c'est que ça doit être vrai. Derrière Kushner, on trouve aussi, évidemment, et je pense que là on touche à la carte principale dans le jeu de Jared Kushner, on trouve Goldman Sachs. Très vite, Kushner a fait rentrer dans l'administration Trump Gary Cohn, un ex-président de Goldman Sachs, qui est entré au National Economic Council, qui est un conseil économique national, donc qui est une instance qui était plutôt en perte de vitesse depuis pas mal de temps, et qui a repris, semble-t-il, de l'importance dans la Maison-Blanche de Donald Trump. Alors, qu'est-ce que Gary Cohn va faire dans l'administration Trump? A priori, on ne comprend pas très bien, parce que c'est un démocrate mondialiste. Il s'est toujours défini comme ça. Mais là, il s'est temporairement reconverti en mec de centre droit, de toute évidence, parce que on lui a dit, écoute, il nous faut quelqu'un à l'intérieur pour impulser la politique qu'on veut impulser. L'essentiel, c'est qu'on ait une Maison Blanche business friendly, au sens où l'entend Goldman Sachs, c'est-à-dire Goldman Sachs friendly, en gros. Et Cohn, qui était lui-même un type en perte de vitesse dans le milieu ultra compétitif des banksters, a donc accepté d'aller se risquer dans une administration Trump qui, du point de vue de ces gens-là, n'est intéressante ni en termes de rémunération, ni en termes de carte de visite. Mais voilà, une fois positionné à la tête du National Economic Council, Cohn est évidemment parfaitement en place pour que, quelles que soient les orientations de l'administration Trump, ça ne nuise pas aux intérêts bien compris de Goldman Sachs. Voilà ce que raconte en substance Michael Wolff, et il n'a jamais été contredit là-dessus. Sur le plan politique, Jared Kushner a essayé de concilier un parcours qui au départ l'a plutôt rangé dans le camp démocrate, avec un ralliement au trumpisme qui en théorie ne colle pas avec ce parcours. Donc, il semble qu'il ait voulu, par exemple en prenant la défense du programme d'aide aux enfants d'immigrants illégaux, devenir en quelque sorte symboliquement la voix des liberals, au sens américain du terme, à l'intérieur de l'admin Trump. Bon. Ça explique que ces positions l'aient souvent mis en frontal contre Stephen Bannon, qui lui, comme je vous disais, représente plutôt la sensibilité alt-right. Et c'est cette opposition Kushner-Bannon qui a essentiellement traversé l'administration Trump pendant la première année, Priebus ayant très vite été distancé par ces deux hommes, d'après ce que raconte Michael Wolff. Et Priebus, qui au départ était a priori plutôt un allié pour Kushner, et d'ailleurs, en fin de compte, assez vite devenu, sinon un allié, du moins un partenaire de Stephen Bannon, parce que Priebus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas seulement été effrayé par le fait qu'un type comme Stephen Bannon, qui est un journaliste
donc de cette droite néo-réactionnaire, se retrouve dans le premier cercle du président des États-Unis, ce qui pouvait être un traumatisme pour un apparatchik du Parti républicain, mais il a aussi été traumatisé par l'influence que le couple Jared Kushner-Ivanka Trump avait pris sur Trump. Il faut voir que Kushner et Ivanka sont très jeunes, ils ont la trentaine, pas très expérimentés, et à l'intérieur de la Maison Blanche, les gens les appellent the kids, les enfants. Apparemment, à un certain moment, entre des hommes qui ont un peu plus d'expérience et de bouteilles, fût-ce d'un côté un apparatchik du Parti républicain et de l'autre un journaliste néo-réac, il y a eu un certain rapprochement pour essayer de limiter les dégâts faits par the kids, les enfants. Alors maintenant, Stephen Bannon. Qui c'est, ce type-là? Donc, c'est un gars qui est passé par l'armée et par Goldman Sachs. Bon, mais à un petit niveau. Il n'est pas monté très haut à l'intérieur de Goldman Sachs. Puis, il est passé dans le domaine des médias, où, du point de vue de Michael Wolff, il n'a pas un parcours très brillant. C'est un acteur des médias de droite. Alors, bon, Wolff, qui a ses partis pris, essaye de nous dire que c'est un gars pas très recommandable, parce que Michael Wolff a trouvé des gens qui lui ont dit qu'il leur avait fait des crasses, etc. Mais enfin, ça veut absolument rien dire. Essayez donc de grenouiller quelques années dans un milieu pareil sans vous faire des ennemis, bravo. Bon, donc on n'en sait rien, en fait. Je considère que tout ce que raconte Wolff sur le parcours de Bannon est nul et non avenu. En plus, c'est un journaliste qui parle d'un autre journaliste, ils peuvent avoir des problèmes entre eux. Bon. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'explique Michael Wolff sur le rôle d'un milliardaire de la droite, on va dire, ultra-réac républicaine, un monsieur Mercer, Bob Mercer. Bannon, appuyé sur Mercer, a essayé manifestement de peser à l'intérieur de l'administration Trump dans une direction qui va au-delà du programme probable de Bob Mercer. Parce que tel que Wolff décrit Bob Mercer, on est plutôt chez quelqu'un, si vous voulez, qui va être inscrit dans une sensibilité ultra-réactionnaire de retour à l'Amérique traditionnelle. Quelqu'un qui va être plutôt attentif à la question de savoir si on va remettre en cause la législation sur l'avortement, par exemple. Je crois que Bannon, prenant appui sur le soutien que lui avait apporté Mercer, a voulu se mêler de la grande politique. Par exemple, il a soutenu la candidature de Gary Cohn à la Federal Reserve dans une perspective tactique, pour obtenir de lui en échange un soutien au National Economic Council en faveur d'un agenda encore plus protectionniste. Il y a un passage où Wolff raconte ce mouvement un peu bizarre, où on voit Bannon soutenir quelqu'un qui, au départ, est un homme de Jared Kushner, Gary Cohn. Bon, entre nous, d'après ce que dit Wolff, Cohn méprise profondément Kushner. Bon. Mais il est rentré dans le cadre de l'écurie Kushner. C'est Kushner, c'est par l'intermédiaire de Kushner et d'Ivanka Trump qu'il a pu s'installer comme il s'est installé, M. Goldman Sachs, là. Eh bien, néanmoins, Bannon a soutenu Gary Cohn dans le cadre d'un deal qu'il a essayé de construire pour avoir un agenda encore plus protectionniste au National Economic Council. La force de Stephen Bannon, c'est que dans cette Maison-Blanche où finalement on avait pas mal d'acteurs qui se retrouvaient là un peu par hasard, il était porteur d'une vraie vision politique.
lui a compris manifestement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que lui a saisi que la mondialisation se retournait contre l'Occident. Lui a perçu l'énorme colère qui monte dans l'Amérique populaire. Et à défaut d'avoir élaboré un projet politique vraiment précis et solide, ce qui n'est pas sa nature, parce que c'est un journaliste habitué à faire des coups, habitué à une pensée péchue, si vous voulez, musclée, qui frappe, qui cogne, mais qui n'est pas très approfondie. Hein. Mais à défaut d'avoir construit donc un projet politique vraiment précis et solide, il a quand même élaboré un vague agenda nationaliste, isolationnisme, protectionnisme, anti-immigrationnisme et keynésianisme. C'est un peu ça, le bannonisme en quelque sorte. Et ce qui s'est passé à l'intérieur de la Maison-Blanche, manifestement, c'est que il y a une sensibilité qui, vue de l'extérieur, a ressemblé au trumpisme, mais en fait c'était le bannonisme. C'est-à-dire que c'était Stephen Bannon qui représentait cette sensibilité. Ce qui s'est passé à la fin du cycle, quand Bannon s'est fait virer à l'été 2017, c'est tout simplement que on s'est aperçu que le trumpisme, en fait, d'une certaine façon, n'existait pas, que ce qui avait existé, c'était le bannonisme. C'est un petit peu le message que nous passe Michael Wolff. Alors on va regarder maintenant un peu plus en détail comment ça s'est passé, par quelle suite, par quel enchaînement le trumpisme donc a dévoilé sa vacuité, on a découvert le bannonisme derrière et comment Stephen Bannon s'est fait éjecter pour finir. Les premiers jours de la présidence Trump ont été totalement chaotiques. Dès le départ, Trump a eu des problèmes avec la communauté du renseignement. Alors il semble qu'il ait réussi quand même à trouver un modus vivendi avec la CIA. Wolff raconte une scène absolument extraordinaire. Le jour de son inauguration, Trump se rend au siège de la CIA à Langley. Alors on lui a préparé un discours, c'est Bannon qui lui a préparé un discours, il n'en tient aucun compte, parce qu'il est Donald Trump, et le Donald fait ce qu'il veut. Et en gros, si vous voulez, sous le regard mi-atterré, mi-sidéré des hauts cadres de la CIA, il leur a tenu un discours qui faisait un peu le genre campagne électorale de Donald Trump au fin fond du Middle West, quoi. C'est un discours qui aurait fait un tabac dans l'Oklahoma ou le Nevada. Mais là, il était devant les cadres de la CIA. Et c'est très drôle ce que raconte Wolff, le décalage culturel extraordinaire entre ce gars qui est, comme il le dit lui-même, un white trash mais riche, et les mecs de la CIA. Donc c'est très très amusant. Bannon a voulu marquer un point très vite dans ces premiers jours chaotiques de la présidence Trump. C'est ce qui explique la fameuse loi sur le travel ban, vous savez, la loi sur l'entrée d'étrangers venant de pays musulmans. Bannon a essayé de faire advenir très vite quelque chose qui allait marquer, en quelque sorte, l'engagement de Donald Trump sur la ligne bannoniste, en fait. C'est-à-dire sur cette ligne anti-immigrationniste. Et pour ça, il a eu l'idée, donc, de faire cette mesure, le travel ban, qui a été promulguée à travers un executive order. Alors, je vous passe les détails de la procédure américaine. Le problème, c'est que ça n'a pas été bien verrouillé sur le plan juridique. Ça a été fait trop vite et par des gens qui n'avaient pas forcément le niveau pour bien le verrouiller juridiquement, ce qui explique qu'ensuite les opposants à la mesure ont pu la saboter, la remettre en cause. Enfin, il y a eu tout un feuilleton qui s'est déroulé.
Et ça a commencé un petit peu déjà finalement à user la position de Stephen Bannon. C'est-à-dire qu'il a tiré une cartouche, elle n'a pas vraiment fait mouche, et une fois qu'il l'avait tirée, ben, il en avait une de moins dans son chargeur. Dès le travel ban, les camps sont tranchés. Il y a une anecdote assez drôle que rapporte Michael Wolff. Il raconte comment Trump reçoit une équipe de journalistes, à peu près à ce moment-là, quelques jours après l'inauguration. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il reçoit entre autres la fille de Brzezinski, Mika, et il demande à ces journalistes ce qu'ils pensent de sa première semaine à la Maison-Blanche. Réponse, c'est bien ce que vous avez fait sur US Steel, c'est-à-dire l'engagement d'utiliser de l'acier pour les US, pour les pipelines US. C'est-à-dire déjà, ok, Donald Trump, le président qui va défendre cette industrie américaine dont on a besoin comme base de puissance et qui est en train de se faire laminer. Mais pour le travel ban, c'est pas terrible. Genre, ouais, non, mais Stephen Bannon, non. Déjà, vous voyez les camps se mettre en place. Il est entré assez rapidement au National Security Council, ce qui a fait tousser pas mal de monde dans l'appareil, dans le complexe militaro-industriel des États-Unis, parce que ça veut dire qu'on avait auprès du président, dans le conseil donc, qui s'occupe quand même des questions de défense, un représentant d'une sensibilité alt-right qui est très largement une sensibilité anti-établissement. Mais assez vite, malgré sa capacité à rentrer donc dans un certain nombre de cénacles comme le National Security Council, le National Economic Council, Bannon a perdu le contrôle de l'agenda de Trump. En gros, Wolff a l'air de dire que Bannon a vraiment été influent jusqu'en mars. Puis à partir de mars 2017, donc très vite finalement, 2 mois et quelques après l'inauguration, il en a été réduit à rechercher l'alliance de Reince Priebus pour faire contrepoint à Jared Kushner qui prenait de plus en plus d'importance. Alliance qu'il a en partie trouvée, encore une fois, parce que Priebus, qui n'aime pas Bannon, mais était encore plus inquiet de la capacité de désordre, de désorganisation du couple Jared Kushner-Ivanka. À ce moment-là, mars-avril, en gros, 2017, Bannon a failli se faire éjecter une première fois. Et en fait, pourquoi il ne s'est pas fait éjecter? Parce que Bob Mercer est resté avec lui. La clé de l'influence de Bannon, c'est Bob Mercer. C'est-à-dire qu'on a un type qui est là pour promouvoir cet agenda que nous, en Europe, nous appelons le Trumpisme, mais qui n'est pas le Trumpisme, qui est le bannonisme. Protectionnisme, isolationnisme, keynésianisme, anti-immigrationnisme. Et ce type prend appui sur le soutien d'un milliardaire qui est plutôt un milliardaire ultra-réactionnaire, qui n'a pas forcément exactement les mêmes idées, mais qui l'aime bien. Et il essaye de tirer l'administration Trump dans une direction qui n'est pas la direction que veut Jared Kushner, le gendre, l'homme derrière lequel on trouve Kissinger, Goldman Sachs, Bibi Netanyahou. Je crois que les camps sont relativement clairs, là, ils apparaissent assez bien. Et Bannon est sur le point de se faire virer très vite, et puis il ne se fait pas virer parce que Bob Mercer, qu'il aime bien, ne le lâche pas. Et en particulier, Mercer explique, en gros, semble-t-il, à ce moment-là, si vous virez Bannon, moi je vais lui donner Breitbart News, qui est un site extrêmement influent aux États-Unis, site depuis lequel Bannon pourrait faire très mal à l'administration Trump. Donc Trump, qui en a discuté, semble-t-il, directement avec Bob Mercer, accepte de garder Bannon, mais en lui laissant moins d'influence. Et pour calmer Kushner et Ivanka,
qui font monter la pression sur Trump, hein, avec Ivanka, n'est-ce pas, qui va voir son papa en se frottant à lui en disant bah alors papa, pourquoi tu l'as pas viré, le méchant qui me fait du mal? Eh bien, pour calmer tout le monde, Trump offre un comité Théodule à Kushner, The Office of American Innovation. En fait, c'est surtout un moyen pour Kushner d'avoir un appareil à lui, 100% maîtrisé à l'intérieur de la Maison-Blanche, de recruter des gens et de prendre de la place, je dirais presque physiquement, à l'intérieur du panier de crabes. À l'intérieur du capitalisme américain, Trump a fait un choix. Au National Economic Council, donc ce sont essentiellement des fonctionnaires qui siègent en permanence, mais il y a des entreprises qui viennent participer, qui viennent nourrir la réflexion du truc, c'est-à-dire en clair, passer leur cahier des charges. Et Wolf cite quelles sont les plus influentes, donc outre Goldman Sachs qui tient le machin pour le compte de Wall Street et des banques, en tout cas de Goldman Sachs d'ailleurs. C'est assez intéressant de noter qu'on est très Goldman Sachs chez Trump. Les autres grandes banques d'affaires ne sont pas là. Alors ça peut vouloir dire qu'elles ont délégué le truc à Goldman Sachs, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un désaccord entre banques d'affaires à Wall Street. To be continued, ça je ne saurais pas dire. En tout cas, sinon, qui on voit au National Economic Council, General Electric, General Motors, c'est le vieux capitalisme industriel américain. Clairement, le capitalisme de la nouvelle économie, le capitalisme qui faisait la pluie et le beau temps dans la Maison-Blanche d'Obama, Obama le mondialiste, Obama le libre-échangiste, ce capitalisme qui repose sur le modèle Apple d'intégration avec la Chine, ne tient pas le haut du pavé dans l'administration Trump. Ça explique pourquoi la Maison-Blanche de Trump, avec son National Economic Council présidé par Gary Cohn, propulsé par Jared Kushner, peut quand même recycler en quelque sorte une partie des thématiques bannonistes, la partie du protectionnisme qui arrange le grand capitalisme industriel américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le protectionnisme, il y a deux acteurs qui peuvent être intéressés, la classe ouvrière et la classe moyenne, qui arrêtent d'être mises en concurrence avec les pays à bas salaire, mais aussi les patrons des grandes entreprises industrielles américaines. Et on voit très bien dans le récit de Michael Wolff comment la dynamique concrète, j'ai envie de dire du Trumpisme réellement existant, s'est nourrie d'une confusion entre les intérêts de cette partie de Corporate America et le discours populiste de Bannon. Voilà. Là, on a compris la vraie dynamique profonde, je crois, du Trumpisme réel, et on a compris pourquoi il a pu s'articuler temporairement avec le bannonisme. Un autre moment important dans le recul de Stephen Bannon, c'est la frappe américaine sur Khan Sheikhoun. Donc vous vous souvenez, le 4 avril 2017, en tout cas version officielle, le gouvernement syrien a attaqué une ville rebelle avec des armes chimiques. C'est la version officielle qu'on nous a présentée. Les Syriens eux-mêmes ont dit « Ah mais non, c'est pas nous du tout ». L'armée arabe syrienne a dit « Non, c'est pas nous qui avons fait ça ». Mais bon, c'est ce que les Américains ont choisi de dire. Bon, je dirais à la limite d'ailleurs, peu importe ce qui s'est vraiment passé. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé après, à savoir que autour de Trump à ce moment-là, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait réagir, mais avec mesure. C'est intéressant, Wolff explique comment les débats se sont organisés. C'est intéressant de voir que, semble-t-il, la réflexion n'a pas porté sur qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour déployer une stratégie précise en Syrie. Probablement parce qu'en fait, je crois qu'ils n'ont pas de stratégie précise en Syrie. Il s'est surtout s'agit de se montrer plus réactif qu'Obama pour donner l'impression à la population américaine, à l'opinion américaine, à la presse américaine, qu'on était plus efficace que Obama quand il s'agissait de faire face à la poussée des régimes autoritaires, les Iraniens, les Russes, etc. Et déjà, on voit émerger tout à fait à l'intérieur de l'administration Trump, à ce moment-là, le recyclage des discours qui venaient plutôt du côté Clinton avec quelqu'un comme Robert Kagan, les discours néoconservateurs sur l'opposition manichéenne entre
les régimes autoritaires et les démocraties, n'est-ce pas? Et Wolf a cette formule à propos de la situation, il dit faire quelque chose permettait de démontrer qu'on n'était pas obligé de ne rien faire, qu'on n'était pas limité à l'inaction. Je crois que ça joue un grand rôle effectivement à ce moment-là. Il faut voir encore une fois qu'on parle d'une administration américaine où le niveau est très bas. D'après ce que dit Wolf, en tout cas, le niveau de réflexion de la plupart de ces gens est très bas, à part Bannon, qui a une vision politique, le niveau de réflexion est vraiment très bas. Alors le général américain qui sert de conseiller à la défense à Trump à ce moment-là, c'est le général McMaster, qui est surnommé le général PowerPoint, car en tant que général, sa spécialité apparemment est de faire des PowerPoint. Eh bien lui, il est assez sur cette ligne, il dit qu'il faut faire quelque chose rapidement. Il veut surtout gérer sa carrière. Ce qu'a l'air de sous-entendre Michael Wolff, c'est que chez les hauts gradés de l'armée américaine, il y en a quand même beaucoup qui gèrent principalement leur carrière quand ils s'approchent du président des États-Unis, ce qui est compréhensible. Seul Bannon, à ce moment-là, a le courage de prendre position contre une action trop rapide et trop précipitée. Et c'est ce qui explique que ses adversaires vont ensuite tout faire pour le sortir le plus vite possible du National Security Council, pour qu'il n'ait plus l'oreille du président sur ces questions. C'est ce qui va se passer très vite. Le 5 avril, l'annonce officielle a lieu. Steve Bannon est sorti du National Security Council, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a eu l'affaire de Kanshekul, c'est allé très vite, Bannon a été éjecté. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a vu, la vraie dynamique profonde du Trumpisme, c'est la reprise de contrôle de l'Amérique par le capitalisme à l'ancienne. Le capitalisme à l'ancienne peut très bien s'accommoder du protectionnisme de Bannon, à la sauce qui convient à ce capitalisme. Mais il peut s'en accommoder. Il ne peut pas s'accommoder de l'isolationnisme de Bannon. Le capitalisme américain a besoin de l'impérialisme. D'où le fait que Bannon commence à ce moment-là vraiment à perdre du poids à l'intérieur de la Maison-Blanche de Trump, lorsqu'il s'avère qu'il est resté sur sa ligne isolationniste, il est resté cohérent, au moment où, bien, ma foi, il s'agissait de savoir s'il allait prendre le parti de l'impérialisme américain. Alors il y a un détail à ce moment-là qui est presque dramatique. Wolff raconte comment les partisans de l'intervention rapide, enfin cette frappe, pas une vraie intervention, c'est une frappe d'ailleurs plus médiatique et spectaculaire qu'autre chose, Wolff explique comment ils ont obtenu la décision de Trump. Ivanka sait exactement sur quel bouton il faut appuyer avec Donald Trump. Donc en gros, ce qui a dû se passer, c'est que McMaster avait préparé une présentation détaillée avec beaucoup d'informations, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, nous en déduisons que ceci. Elle a expliqué à Jared Kushner, c'est pas comme ça qu'il faut faire avec mon père, est-ce que tu as des photos? Donc ils ont mis des photos des victimes de l'attaque chimique, avec des petits-enfants syriens en train de mourir, en train de baver, parce que quand on a absorbé certains gaz, on se met à baver de façon horrible. Et ils ont montré les photos à Trump, et c'est ce qui a décidé Trump, d'après Wolff. Parce que ce que Ivanka Trump a expliqué à Jared Kushner, qu'il a expliqué à McMaster, qu'il a expliqué aux gens qui voulaient obtenir la décision de Trump, c'est qu'avec ce président Too Much TV, il faut éviter les grandes informations complexes, il faut lui donner des images. Les images tout de suite, ça le frappe. Ça lui permet de prendre son téléphone, c'est ce que dit Wolff, et d'appeler ses potes pour dire « Ouais, on va frapper, c'est pas possible, j'ai vu les images, c'est horrible, etc. » Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que dit Wolff, mais si c'est vrai, c'est vraiment dramatique, quoi. Ça veut dire vraiment que les États-Unis sont à la dérive, quoi. À la dérive.
Quelque chose a ensuite retardé la chute de Stephen Bannon, qui était manifestement programmée pour se produire très rapidement, c'est l'affaire russe. Et alors là, Michael Wolff donne un éclairage tout à fait étonnant. J'ai appris une chose très intéressante sur cette affaire russe, c'est que si Trump a viré James Comey, le patron du FBI, qui enquêtait sur cette affaire russe, contrairement à ce qu'on nous a dit en Europe, apparemment ce n'est pas tellement parce que le FBI est en partie sous influence démocrate. Certes, le FBI est en partie sous influence démocrate, ça c'est vrai. On sait qu'il y a des liens entre certains cadres du FBI et le Parti démocrate, et même la campagne de Clinton. Et très clairement, on peut se demander si quelqu'un comme Comey n'était pas jugé parti. Mais c'est pas tellement ces enquêtes sur les liens supposés entre certains membres de la campagne de Trump et les Russes qui a provoqué son éviction, d'après Michael Wolff. C'est pas tellement la connexion Manafort, Flynn et les différents hommes d'affaires russes plus ou moins fréquentables, plus ou moins infréquentables, qui ont tourné autour de cette histoire. C'est surtout, semble-t-il, que l'enquête du FBI ne s'intéressait pas que aux liens de la campagne Trump. Elle s'intéressait aux liens également de la famille Kushner avec certains hommes d'affaires russo-israéliens. On retombe là sur la question de qu'est-ce que c'est exactement cette famille Kushner, qu'est-ce que c'est exactement le parcours de Charlie Kushner, le père de Jaren. Semble-t-il, c'est surtout pour que le FBI n'aille pas fouiller de ce côté-là que Jared Kushner et Ivanka Trump ont mis une énorme pression à Donald Trump pour l'amener à virer James Comey. Éviction à laquelle Bannon s'est opposé. Justement parce que Bannon, lui, avait très envie que le FBI cherche de ce côté-là. Bien entendu. Trump, finalement, s'est laissé convaincre par sa fille et son gendre, et comme on le sait, il a viré James Comey, de manière d'ailleurs assez, assez maladroite. Il l'a viré de la manière qui pouvait le plus lui mettre le FBI sur le dos. C'est-à-dire qu'à cause de ça, Donald Trump va avoir le FBI sur le dos tout le temps. Et Wolff cite Bannon qui dit en gros, j'ai essayé de lui faire comprendre que on ne devait pas faire ce genre de mouvement parce que maintenant ça va être un homme, Donald Trump, contre une institution, le FBI. Et dans ce face-à-face, même si l'homme c'est le président des États-Unis, c'est pas facile de faire face. Comme on le sait par la suite, l'affaire a rebondi. Il y a une guerre de communication qui s'est mise en place. Comment ça se terminera, personne ne le sait. Mais en tout cas, voilà le dessous des cartes. Et comme dans cette affaire, Trump a quand même laissé des plumes, il s'est très vite rendu compte effectivement que ce que lui avait dit Kushner sur le fait qu'en virant Comey on allait régler le problème n'était pas vrai, parce qu'il a viré Comey, ça n'a pas réglé le problème. Eh bien, ça a permis à Bannon temporairement de reprendre en quelque sorte du poil de la bête. Voilà pourquoi, après s'être viré du National Security Council en avril, après Khan Shekun, au moment où on a tous cru que Bannon allait passer à la trappe très vite, eh bien non, il s'est maintenu un certain temps, parce que tout simplement Kushner était mis en difficulté par ailleurs. Et puis finalement, après une phase de stase, tout s'est accéléré dans le récit de Michael Wolff en août-septembre 2017. Alors là, on est dans le grand guignol, vraiment dans le grand guignol. Il y avait un type qui tournait autour de ce panier de crabes depuis un certain temps, qui est un monsieur Scaramucci. On dirait que c'est fait exprès, quoi. Il a fallu que le mec s'appelle Scaramouche, quoi. On dirait une blague, mais bon, c'est comme ça. Alors c'est une sorte d'affairiste new-yorkais qui
qui avait des liens avec Donald Trump, etc., et qui voulait absolument rentrer à la Maison-Blanche. Et à la stupeur générale, pendant l'été 2017, il est nommé effectivement responsable com de la Maison-Blanche. Alors, Bannon et Priebus sont absolument sidérés, car ils considèrent, à juste titre d'ailleurs, la suite va bien le montrer, que Scaramucci est totalement incapable de tenir ce genre de poste, que c'est la dernière personne au monde qu'il fallait mettre sur ce poste. Et effectivement, ça ne rate pas. 3 ou 4 jours après avoir été nommé, Scaramucci se donne en spectacle de manière stupéfiante lors d'un dîner à la Maison-Blanche où se trouvent des journalistes. Il explique que Reince Priebus va se faire virer, ce qui d'ailleurs va arriver ensuite, mais les propos de Scaramucci ont accéléré le tempo. Trump n'avait pas prévu d'agir aussi vite ni comme ça, c'est Scaramucci qui a fait anticiper la décision en quelque sorte. Et il tient des propos tout à fait sidérants à propos de Stephen Bannon. Il faut dire qu'il est en état d'ivresse, monsieur Scaramucci, apparemment, quand il fait ça. Et là, il y a une anecdote assez comique. Apparemment, donc, devant des journalistes de l'hebdomadaire New Yorker, il dit, moi, je suis pas comme Stephen Bannon, j'essaye pas de sucer ma propre bite. Donc là, il y a un truc assez marrant, c'est que les mecs du New Yorker se sont fait un plaisir de faire du fact-checking. C'est-à-dire que aux États-Unis, avant de publier quelque chose sur quelqu'un dans une société hyper judiciarisée comme ça, on fait tout d'abord un fact-checking, c'est-à-dire on va vérifier les faits. Donc le lendemain matin, ils ont appelé Stephen Bannon pour lui dire, voilà, bonjour monsieur Bannon, hier nous étions avec monsieur Scaramucci, il a parlé de vous, et nous voudrions vérifier les faits avec vous. Donc voilà, vous expliquez ce qu'a dit M. Scaramucci, voilà, c'est votre bite. Et donc, on peut imaginer la tête de Bannon. Bon. À la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est assez extraordinaire, je dois dire. Toujours est-il qu'à la suite de cette affaire, tout s'est accéléré, ça a été un petit peu le détonateur. Donc, Scaramucci s'est fait virer, il est resté en poste 6 jours, ce qui est déjà long par rapport à ce que les autres s'attendaient à le voir tenir. Priebus a appelé Trump pour lui dire en gros j'en peux plus. Là cette fois non, c'est si je reste là-dedans, le ridicule va m'emporter avec le reste de l'équipe, donc je me casse. Donc, là encore, un détail assez croustillant. Trump a dit à Priebus, oui, d'accord, pas de problème, on va organiser ça tranquillement, je te laisse gérer ta communication pour annoncer toi-même ton départ. Il a raccroché, puis ensuite il a tweeté, j'ai décidé de virer Reince Priebus et je le remplace par le général John Kelly, ex-directeur du Department of Homeland Security. Boum, et il envoie le tweet, ce qui a obligé Kelly après à appeler Priebus, en se confondant en excuses, en disant écoute, je suis désolé, je l'ai appris en même temps que toi par le tweet de Trump. Dans ce contexte assez indescriptible, Stephen Bannon fait un mouvement qui va provoquer son éviction définitive, probablement volontaire en fait. C'est-à-dire que le 16 août, il donne une interview. Donc Trump vient d'expliquer que, en gros, Fire and Fury au besoin sur la Corée du Nord. C'est en gros, il vient de dire qu'il était prêt à déclencher une guerre thermonucléaire. Donc là, Bannon déclare publiquement qu'il n'y a pas de solution militaire en Corée du Nord, ce qui revient à dire qu'il désavoue publiquement Donald Trump. Donc très clairement, il va sauter, parce que le conseiller d'un président ne peut pas le désavouer publiquement. Et c'est ce qui se passe assez rapidement, effectivement. En septembre, Bannon se fait éjecter. La suite des événements est à la fois triste et prévisible, c'est-à-dire qu'il essaye de capitaliser sur son passage à la Maison-Blanche. Il explique à Michael Wolff, qui cite Bannon à la fin du livre, que il va essayer d'être candidat en 2020.
Et en gros, c'est vrai que s'il a le soutien de quelqu'un comme Bob Mercer, il peut, puisque pour entrer dans la course là-bas, comme partout ailleurs, il faut beaucoup d'argent, et Mercer en a. Et puis, dans les semaines qui suivent, on va voir Bannon, ça n'est pas dans le livre de Wolf, parce que le livre est sorti avant. On va voir Bannon se faire progressivement marginaliser, Mercer lui retirer son appui, sans doute parce qu'il a dû subir une énorme pression. Et avec Stephen Bannon meurt en fait, je pense, l'illusion que le Trumpisme était le bannonisme. Voilà ce que raconte en fait, à mon avis, Michael Wolff sur la façon dont les choses se sont passées à Washington ces derniers mois. Alors, quel est l'avenir selon Bannon maintenant pour Trump? Alors d'après Wolff, Bannon lui a dit il y a 3 possibilités, et c'est à peu près une chance sur 3 chacune. Démission de Trump, impeachment, ou Trump finit son mandat. Mais s'il le fait, d'après Bannon, il essaiera même pas de se faire réélire. On verra. Là, je n'en sais rien. Autant je pense que, encore une fois, Wolff est très intéressant quand il parle de l'interaction entre l'ingérable Donald Trump et le swamp de Washington, autant je pense que Wolff peut se tromper très profondément, et Bannon aussi, sur la personne de Trump, qui est, je pense, beaucoup moins con que ces gens-là ne le croient. Sinon, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite. Donc on va voir la suite des événements. La suite, ça peut aussi être le vice-président, Pence, qui peut devenir quelqu'un d'important. Normalement, tant que Trump est président, Pence, il inaugure les chrysanthèmes, il fait son travail de vice-président. On le rôde un peu en l'envoyant faire quelques petites visites à l'étranger, ça lui donne un peu une image, et puis ça permet de lui apprendre à faire certaines choses. Il est allé récemment en Égypte et en Israël, c'est pas rien. Il est présenté par Michael Wolff comme finalement une des rares personnes, j'ai envie de dire normales, de la Maison-Blanche de Donald Trump. À bien des égards, il semble que ce soit un peu l'anti-Trump sur le plan de la personnalité. Très peu de fuites venant de son équipe, qui semble assez soudée. Le genre de gars qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui peut être efficace sur des dossiers secondaires qu'on lui demande de traiter. Un fabricant, un créateur naturel de calme et d'ordre. Le contraire de Trump, en fait. Je pense qu'il faut surveiller Mike Pence parce que je ne sais pas combien de temps l'ingérable Trump va être laissé en fonction. Encore une fois, mon analyse, c'est qu'en fait, c'est le vieux capitalisme américain qui a pris appui sur la révolte populiste pour la capter et prendre le dessus sur le capitalisme de la nouvelle technologie. Je pense que ce vieux capitalisme, on a cité les noms tout à l'heure, General Electric, General Motors, IBM, ce vieux capitalisme s'accommodera très bien des foucades de Trump tant qu'elles n'auront pas de conséquences, mais on ne sait jamais. Et puis Trump s'est mis énormément de monde à dos, en particulier au FBI. Peut-être qu'à un moment, la décision sera prise de mettre en avant Pence. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'il faut préparer 2020. Je pense qu'avec l'abandon discret, mais qui va être de plus en plus évident, du bannonisme, on va s'apercevoir que le trumpisme n'était pas le bannonisme. Et en particulier sur l'immigration, je ne pense pas que cette Amérique-là, l'Amérique du nouveau capitalisme, donne satisfaction aux électeurs qui ont voté Trump en 2016. Donc Pence a le profil qu'il faut pour ressusciter la moral majority, pour revenir à un schéma bien connu du vieux capitalisme à l'ancienne, qui est l'instrumentalisation des tendances réactionnaires des classes moyennes. Il y a peut-être quelque chose à surveiller de ce côté-là. Voilà ce que je déduis de la lecture de ce livre,
qui a ses qualités, qui a ses défauts, qu'il ne faut certainement pas prendre pour un absolu, mais qui en tout cas mérite d'être lu. Fire and Fury, Inside the Trump White House, de Michael Wolff. Alors, pour se remettre de notre voyage en Psychopatland, chez Donald Trump, on va ensuite se faire un livre qui va donner la parole à un vrai très grand chef d'État. La prochaine note de lecture, ce sera Conversation avec Poutine de Oliver Stone, le livre d'entretien Stone-Poutine. Juste parce que je trouve ça marrant, après avoir parlé de Trump, qui, je le précise, ne m'est pas particulièrement antipathique, mais qui n'est pas non plus très sympathique, à vrai dire, mais qui en tout cas est bien emblématique d'une Amérique Too Much TV, eh bien on va parler de certainement la personne qui a joué le rôle le plus important au début du XXIe siècle, M. Vladimir Poutine. Et vous allez voir que c'est un peu un autre niveau. Et je vous dis donc à bientôt.